fait, il y a deux mots-clés dans la fraude électorale, l'INSEE et le ministère de l'Intérieur. Ces deux instituts construisent les statistiques ensemble afin que les totaux collent à peu près. Une vraie statistique est tenue afin de pouvoir bénéficier d'un avantage stratégique sur le peuple. Mais aucune statistique authentique n'est livrée. En examinant les listes électorales et les résultats des recensements, nous observons que plus de la moitié des communes de France ont plus d'inscrits que d'habitants majeurs. L'INSEE s'en défend en publiant des rapports parlementaires, en faisant publier par les parlementaires, des rapports qui disent que, en réalité, parmi les 25% d'abstentionnistes, ou plus, parmi les abstentionnistes, il y aurait 15% d'abstentionnistes permanents qui ne voteraient jamais, puisqu'ils seraient mal inscrits. C'est-à-dire qu'ils seraient inscrits sur les listes, pas au bon endroit, et donc n'auraient pas le droit d'aller voter. Donc ils ne le feraient tout naturellement pas. C'est la limite de cette statistique, c'est la dernière couverture pour ce phénomène de l'excès d'inscrits. Il y en a un peu partout. Après tout, 6,7 millions à distribuer sur 35 000 communes, elles sont toutes concernées. De plus, en ne publiant aucune donnée exacte sur la distribution des étrangers en France, il est impossible de savoir avec certitude la proportion de majeurs habilités à voter dans une commune donnée. L'estimation de la population majeure, en revanche, peut se faire à partir des données de l'INSEE, même si tous les obstacles sont mis pour y parvenir. Pourtant, l'INSEE ment quand elle dit que ces gens mal inscrits ne vont pas voter, puisque dans 1610 communes, il y a plus de votants que d'habitants majeurs. En rajoutant des coefficients pour les étrangers, pour la proportion d'étrangers et pour la proportion de non-inscrits, ces chiffres peuvent varier considérablement. Ainsi, nous passons à 12 000 communes si nous ajoutons uniquement une proportion de non-inscrits, en accord avec celle publiée par l'INSEE, qui ne donne pas la distribution, et avec les données moyennes de l'immigration. On peut plus ou moins, en fonction des lieux, minorer ou majorer le coefficient. Le nombre de votes en excès est relativement contrôlé. Les totaux statistiques sont arrangés pour jouer entre eux. Mais leur distribution particulière peut révéler certains défauts. Le maximum qu'on nous donne à voir, c'est entre quelques centaines de milliers, quelques millions d'inscrits ou de votants concernés pour peut-être des voix en excès qui ne dépasseraient même pas 1 million. Cependant, si on appliquait toutes les statistiques de l'INSEE, cela donnerait un ensemble très disparate pour conserver ces chiffres. Sans quoi, ils explosent au moyen de quelques curseurs. Par exemple, un village ou une ville dont le nombre de votants s'approche du nombre d'habitants en capacité de voter, ou même le dépasse, implique que cette ville a un taux d'abstention réel trop faible, quand bien même elle resterait dans les limites de ce qui est possible sans votant fantôme. Mais même si, dans un certain nombre de cas, et pour un certain nombre de voix, un nombre important de voix, on arrive à faire en sorte de ne pas dépasser les limites, on voit que partout, le plafond de verre se rapproche, que la cage va exploser. L'on comprend bien, du coup, l'intérêt de ne pas diffuser les vrais chiffres du nombre d'étrangers ou du nombre d'inscrits, ou bien encore du nombre d'adultes en droit de voter par commune. C'est cet avantage stratégique, en conservant des vraies statistiques et en diffusant des statistiques factices, que l'INSEE conserve. Toutefois, lorsque l'INSEE prétend, par l'intermédiaire de rapports parlementaires, que les mal inscrits ne votent pas, qui pourraient en conséquence être des inscrits fantômes, qui n'existent pas, qui n'ont pas d'existence réelle, qui sont déjà morts, ou autres, ou inscrits en double, c'est faux, puisque la limite est telle que dans certaines communes, il y a plus de votants, notamment chez Jean Lassalle à Lourdios-Icher, que de citoyens français majeurs. En affinant les critères, c'est beaucoup plus. Et puis, cela pose la question de tous les voteurs, de tous les votants qui, en s'additionnant, ne dépassent pas la barre. Sont-ils pour autant légitimes pour en arriver là, pour arriver à 0% d'abstention réelle, que l'on déguise en fait avec les inscrits, prétendument, ne votent pas. L'excès d'inscrits et leur localisation géographique permet de déguiser l'excès de votants. Des choix sont opérés par l'INSEE et le ministère de l'Intérieur pour ne laisser transparaître que ce qu'ils désirent, afin d'empêcher toute possibilité d'évaluer le nombre de votants fantômes. Mais, en poursuivant ces irrégularités et ces excès, qu'on ne peut pas stopper, vu l'importance vraisemblable, puisqu'on ne peut pas le stopper, c'est-à-dire qu'il y en a trop, que cela va trop vite,
du phénomène des inscrits en trop, concernant pratiquement la moitié des inscrits et plus de la moitié des communes, voire suivant les méthodes d'évaluation, 80%, s'opère alors un calcul selon lequel la politique du risque minimum est appliquée et du dommage minimum, du contrôle de dommage. C'est pour ça qu'on nous laisse voir les excès d'inscrits, pour ne pas qu'on voit les excès de votants, sauf à la marge. Sauf que si on va gratter, c'est l'ensemble de la France qu'on peut questionner, l'ensemble des votants, et sans réponse claire, documentée, prouvée, démontrée, aucune élection légitime ne peut avoir lieu. Pour empêcher ainsi une élection légitime et transparente d'avoir lieu, cela rend le ministère de l'Intérieur et l'INSEE complices de cette machination. Ces institutions font partie de la fraude électorale, de même que le Conseil constitutionnel qui valide de telles démarches et de telles élections surtout. Cependant, à travers ce qui est illégal, l'excès de votants par rapport aux habitants dans au moins 1609 communes et suivant les curseurs de l'abstention réelle, des non-inscrits et de la proportion et de la distribution d'étrangers, la totalité de la France. Celui qui dans de tels cas dissimule fait l'aveu d'une fraude. Et la fraude de toute façon est avérée. Elle concerne des millions d'inscrits, de quoi largement invalider une élection. Lorsque le Conseil constitutionnel annule le résultat d'une commune, ce n'est pas sur la base de l'échantillon de tous les bulletins annulés. Et néanmoins, le vote n'étant pas fiable dans cette commune, comme on le voit, chez Jean Lassalle, sa commune n'est pas annulée pour les bonnes raisons, d'autant que tout le monde fait de la propagande le jour de l'élection, mais en revanche, cette commune où il y a plus de votants que d'habitants en droit de voter devrait être annulée pour cette raison. Nous sommes bien loin des 20 000 voix annulées à dessein et bien commodément par le Conseil constitutionnel. Des millions de votants aussi, comme on le voit, sont concernés potentiellement par les votes en excès. On devrait néanmoins valider une élection, année après année, en gonflant les listes, parce qu'on n'arrive plus à tenir la volonté du peuple, qui n'aime pas les candidats qu'on lui choisit. Bien généralement, lorsqu'on s'imagine parler de fraude électorale, on pense que c'est un groupe de personnes qui agirait et parviendrait à parasiter un système sûr et honnête. La seule façon de frauder efficacement dans une élection, c'est de tenir ce système et de faire croire qu'il est sûr et honnête, et de le mener. L'explication la plus simple, lorsque confrontée à deux explications concurrentes et au solde équivalent, est toujours la meilleure, toujours celle à privilégier. La fraude vient toujours des institutions. Qui ici nous concède un excès d'inscrits sans dire, mais prêt à répondre que c'est sur plus de la moitié des communes, un excès de votants sans dire, mais prêt à répondre que c'est sur plus de 1600 communes. Sans non plus divulguer quelques statistiques que ce soit, on lira attentivement les démonstrations des uns et des autres pour répliquer et fabriquer des statistiques en réponse. Comme dans un jeu de poker menteur. Il n'y a pas d'issue en acceptant de jouer à un tel jeu. On perd toujours. Si l'on est obligé de donner le droit systématique à son adversaire de voir son jeu sans pouvoir voir le sien, c'est trop facile. Ou trop difficile si on se trouve à notre place. Ce que pourtant nous mettons en lumière démontre que l'excès d'inscrits permet de déguiser à volonté, à discrétion, l'excès de votants, qui n'est quantifiable qu'à l'aide de statistiques qui ne sont pas divulguées et qui ne sont conduites que dans le but de maintenir cet état de fait, c'est-à-dire de pouvoir continuer à gagner en voyant le jeu de son adversaire sans montrer le sien. Cependant, les motifs légaux pour invalider l'élection sont nombreux, sont infinis. Les motifs légaux pour contester la tenue d'une élection dans de telles conditions et pour empêcher et refuser le sont également. Cependant, il faut avoir en main l'appareil de la loi. Celui qui a la loi décide aussi de l'application des règles. De même, beaucoup auront remarqué que le code électoral n'est pas appliqué, sauf dans les cas décidés par avance par le Conseil constitutionnel. Pour faire un exemple, tout ça est prévu avant l'élection, il n'y a pas de raté. Lorsque quelqu'un remarque une anomalie et est naïf au point d'aller en alerter les autorités immédiatement et de donner toutes les informations possibles, c'est trop facile. C'est encore un jeu de poker où on voit la main de son adversaire, qui en plus ne sait pas qu'on joue contre lui. Le résumé et la compilation des données à laquelle nous avons procédé démontrent mathématiquement et graphiquement que l'élection n'est pas honnête, n'est pas régulière, qu'elle est bricolée. Les chiffres qui sortent semblent témoigner davantage d'une construction mathématique que de données réelles. Quelle que soit d'ailleurs la requête qu'on opère. Cela fait des années, des décennies qu'il y a une confusion administrative en France qui ne sera jamais résolue. Elle sert précisément à établir la fraude du pouvoir.
un coup d'État permanent contre les électeurs. Toutefois, les irrégularités et le non-respect du code électoral permettent ensuite de sécuriser la possibilité, par après, d'une fraude dématérialisée, où effectivement des votants fantômes sont attribués aux communes, votent selon des résultats prédéterminés. On n'a pas le choix, beaucoup de voix et même des inscrits transitent pendant la soirée électorale pour équilibrer, pour compenser peut-être ce qui aurait été vu ou ce qui ne s'est pas passé tout à fait selon le plan. Ce sont des changements mineurs, mais leur nombre témoigne de ce phénomène. Évidemment, cette proposition ne satisfera peut-être pas le public, qui n'a pas compris, par exemple, que Donald Trump avait un dispositif prêt pour mettre en scène la fraude électorale aux États-Unis, afin que toutes les magouilles, qui sont souvent variées, se voient. Cependant, les magouilles qui ont rapporté le plus de voix à Joe Biden, qui n'a ni fait campagne et a un soutien catastrophique au sein de la population, n'ont pas été affichées. Pourtant, le public a été au moins sensibilisé à la fraude. Ce que nous avons ici, en revanche, est susceptible de changer la donne. Nous avons collecté toutes les données, nous les avons comparées, oui, les totaux jouent. Ce que l'on voit à la télévision, avec des totaux qui proviendraient du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas un cafouillage, c'est ce que l'on appelle un contre-feu. Regardez-la pour ne pas regarder ailleurs. Ça ne coûte rien de dire n'importe quoi à la télé, et ça ne prouve rien. Le système est dans une logique de contrôle du dommage. Il préfère causer un petit dommage plutôt que d'en subir un gros. À force de poker menteur, il s'en tire plutôt bien. Évidemment, à moins que tous les citoyens ne se tiennent la main, même un groupe de citoyens ne pourrait rien faire. On les verrait venir des kilomètres. Et nous ne sommes pas non plus dans l'utopie dans laquelle tout le monde se tient la main. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Les statistiques jouent globalement entre elles. Mais c'est à la marge qu'on observe les éléments de démonstration de ce que nous vous exposons. Les preuves sont techniques, mais elles sont à la portée de tous. En tout cas, physiquement, tant qu'Internet existe. Et cela n'est pas contre-productif d'expliquer au public qu'il y a 1600 communes avec trop de votants et la moitié des communes avec trop d'inscrits. Ce que on ne fait jamais sous cette forme. Il y en a trop, on ne dit pas où, dans les villes. Laisse-t-on penser, en proportion avec la population des lieux. Et quand on a une commune de 250 inscrits pour 100 habitants, qu'est-ce que c'est ? Quant à Paris, le premier arrondissement gagne 10 000 inscrits, 15 000 inscrits pratiquement, alors que le reste de la ville ne bouge pas, il n'y a pas eu de fusion. Il y a bien eu la création du secteur Paris-Centre. Cela n'a rien changé aux arrondissements. Et quand on voit que le maire de Paris, un certain Ariel Weil, de l'Institut national de la statistique, donc quelqu'un qui est probablement un habitué des magouilles de l'INSEE, est maire, on comprend comme il a pu fabriquer la chose. Ariel Weil, c'est aussi un ancien de... Non, il est toujours chez Moody's. Moody's, l'agence de notation qui a donné des notes frauduleuses à des établissements bancaires qui ont fait faillite en 2008 lors de la crise des subprimes. Et ça à Paris, sous nos yeux. 10 000 inscrits qui ont voté en plus. Ils ont voté. Plus de 10 000 votes en plus pour Paris. Eh bien non, ça aussi, c'est un contre-feu. C'était des prisonniers, donc le vote est absolument incontrôlable. Puis Monsieur Weil en a quand même profité pour conserver quelques inscrits en plus qu'il n'a pas utilisé cette fois-ci. Il en a conservé 3 ou 4 000, 3 100, peut-être pour sa réélection. Il nous fait une blague avec les prisonniers en s'attendant à ce que les complotistes sautent dessus, puis il publie un article quelques jours après et voilà. Tout ça a été couru d'avance, mais ils conservent quand même les inscrits, en plus. Ils voteront quand la participation sera moins haute. Comme ça ne se verra pas. Ce ne seront pas des gens réels qui voteront. Comme justement, pour des élections régionales ou pour la mairie, eh bien, il y a moins de participation. C'est le moment rêvé pour injecter ses voix. Bravo, Monsieur Weil. Alors l'exemple est quand même à retenir. C'est pareil lors des fusions de communes. Dès que c'est opportun et possible, lorsque les communes se séparent de nouveau ou qu'il y a d'autres changements, tout le monde conserve, les inscrits sont dédoublés. On nous fait croire à une erreur, aujourd'hui, avec l'informatique. Il est aussi possible d'introduire des totaux erronés et des erreurs dans le système informatique qui recense les résultats de l'élection. Si actuellement ils jouent, nous avons vérifié, ce n'est pas forcément le cas lorsqu'ils sont entrés dans le système. Les résultats qui apparaissent aussi sur la page de garde ne correspondent pas toujours aux communes qui sont rentrées dans le système. Nous avons de quoi le démontrer. Le résultat poursuit un parcours fictif qui, comme la fraude est beaucoup plus massive dans les grandes villes, comporte beaucoup d'habitants, est feinte d'être